Salut les fêlés! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fêlés, votre blessure vaut de l'or, le podcast où les coups durs deviennent des tremplins. Je suis Flavie Carrette et ensemble nous allons plonger, sans filtre, dans l'histoire d'un sportif de haut niveau qui, malgré des blessures marquantes, a su se réinventer et se dépasser. Ici, on explore l'humain derrière l'athlète, ses doutes, ses vulnérabilités et aussi ses victoires. On va découvrir comment cette épreuve a changé sa trajectoire et l'a aidé à aller encore plus loin. Préparez-vous à être inspiré par ce récit puissant. C'est parti! Bonjour à tous, je suis avec Nicolas Breton, un arbitre officiel de football depuis 22 ans, qui pendant 11 ans a touché le haut niveau puisqu'il était quatrième arbitre en Ligue 2. Aujourd'hui, il est coach professionnel et préparateur mental et cognitif. Il l'accompagne en entreprise et dans le sport, dans l'optimisation du bien-être et de la performance. Je suis ravie de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Plaisir partagé, merci pour l'invitation Flavie. Alors, pour commencer, comment tes proches te décrivent? Il y a un terme qui arrive systématiquement en premier, c'est le terme de perfectionniste. Alors, j'y travaille, mais mes façons naturelles, il revient au galop. Et le deuxième terme qui me qualifie en général, c'est la notion de résilience. Super, je suis sûre que tu auras des choses à nous dire concernant la blessure. Et justement, si tu peux nous parler de tes blessures, des circonstances. On peut en parler, est-ce qu'on a 2 heures? Alors non, on se limite à 45 minutes. On se limite, ok. Donc je vais les balayer rapidement. J'ai eu pas mal de blessures, beaucoup au niveau des jambes, que ce soit des entorses aux chevilles, sur les 2 chevilles, que ce soit des déchirures, mollets, ischio, ischio gauche seulement, les 2 mollets par contre. Et après, j'ai eu le syndrome de l'essuie-glace au genou droit, des tendinites aux 2 tendons d'Achille, en même temps en plus, tant qu'à faire. J'ai eu un prix de groupe. Et voilà, après le reste des petites blessures, je me suis pas vraiment cassé grand chose. Entorse après au niveau des doigts, mais ça remonte à il y a plus longtemps, j'étais gardien de but. Et c'est déjà pas mal. Ben oui. Et d'ailleurs, ce dont tu parles, c'est quand même que ce soit des déchirures, tendinites, c'est quand même des blessures qui prennent du temps. Oui, ça prend du temps, effectivement. Certaines plus que d'autres. Les déchirures, forcément, il y a cette partie un petit peu invisible en quelque sorte. Et on peut avoir tendance à reprendre plus rapidement, d'autant plus quand on est jeune, qu'on n'aime pas rester au repos et sans pratiquer notre passion. Et après, il y en a d'autres qui sont plus persistantes, plus embêtantes que d'autres. Je pense notamment aux tendinites. Tendinite, ça s'en va et ça revient, comme dit la chanson, mais on n'est jamais totalement libéré. Justement, par rapport à cette tendinite qui était persistante, comment tu te sentais et qu'est-ce qui faisait que peut-être ça restait, quoi? Qu'est-ce qui faisait que ça restait? J'avais l'impression, de mon côté en tout cas, avec ce que j'avais en ma possession en termes de pistes de compréhension à l'époque, j'avais l'impression de faire tout ce qu'il fallait et que ça n'évoluait pas forcément. Ou en tout cas, il y a des fois ça évoluait. Un week-end, ça allait bien. Et le week-end suivant, on retombait dans certaines difficultés. Tendinite ou de tendon d'Achille, on boite un petit peu quand c'est bien persistant, bien ancré. Derrière, ça m'a amené finalement à creuser sur d'autres aspects, pas seulement sur l'aspect physique, sur l'aspect nutrition, le sommeil, l'hydratation, etc. Tu disais que tu avais l'impression d'avoir bien fait les choses. Ouais. Donc c'était à ce niveau-là, physique, nutrition. Voilà. Tu faisais quoi justement par rapport à ça? Mon côté perfectionniste m'a amené à aller mesurer très précisément ma charge d'entraînement Ok. avec des tableaux Excel, des couleurs à droite à gauche, ça c'est le côté créatif aussi. Donc des bonnes grosses usines à gaz, faire attention à l'aspect nutrition, à ce que je mangeais.
peut-être les produits laitiers potentiellement. J'ai ralenti un petit peu, j'ai senti du mieux, mais ça n'a pas totalement solutionné. Hmm. Et puis après, tout l'aspect sommeil, tout ce qui concerne l'hygiène de vie au sens large finalement, j'ai essayé d'y faire très attention, mais ça suffisait pas. Ça Hmm. suffisait pas, il y avait un autre aspect qui bloquait et, euh, et qui m'a amené quelques années après à faire les activités dont tu parlais en présentation. Je suis allé creuser, je me suis dit, ce que quelqu'un qui ne connaît pas la préparation mentale, psychologique, etc., peut se dire, c'est j'ai peut-être quelque chose qui déconne dans la tête. Hmm. Ok. Et ça vient peut-être de là. Parce que j'avais conscience en fait que le corps et l'esprit sont liés finalement et que l'un vient nourrir ou impacter l'autre positivement ou négativement et inversement. Donc je me suis dit, ben, j'ai déjà mis pas mal de choses en place, je vois que ça suffit pas. Et mon côté perfectionniste m'a dit d'aller voir de ce côté-là. Euh, Ouais. je connaissais pas du tout la préparation de lancer, regarder un petit peu ce qui se faisait sur Internet et puis je trouvais pas jusqu'au jour où je tombe sur le blog d'une préparatrice mentale québécoise et je commence à m'y intéresser parce qu'elle avait une approche qui était ultra intéressante, qui était basée déjà sur la connaissance de soi. Et là, je me suis rendu compte que je me connaissais pas si bien que ça Hmm. et que derrière, ça impactait en fait nos comportements, nos réactions, nos décisions. Et de fil en aiguille, bah, du coup, j'ai fait un premier module de formation et là, ça a été révélateur. J'ai compris pourquoi je me blessais et j'ai trouvé les pistes à creuser pour faire en sorte de réduire en fait ces blessures que j'avais depuis plusieurs années. Alors, pas toujours les mêmes, mais j'avais des blessures à répétition. Quand je revenais 2, 3 mois après, j'en faisais une autre, et ainsi de suite. Donc j'avais cette image de sportif faible, en quelque sorte, euh, alors que moi j'étais persuadé d'être fort, mais mon corps suivait pas, et du coup j'ai trouvé les solutions avec cette formation là. J'ai compris que il y avait dans ma pratique d'arbitre des contraintes propres à cette pratique-là qui constituaient des facteurs de stress pour moi par rapport à la manière dont j'étais câblé, par rapport à mon mode de fonctionnement. Oui, parce que je me permets, mais en fait, toutes les blessures que tu as eues à répétition, ça a été vraiment dans ces périodes où tu étais arbitre, Hmm. où bah, t'évoluais. Ça a démarré à quelle période dans l'arbitrage? Dès les premières années ou quand tu as commencé peut-être à prendre du niveau? Pas dès les premières années. J'ai démarré à 17 ans. J'ai démarré à Ok. 17 ans. Les blessures ont commencé à arriver, je pense, 3 ans après. Ça me fait mettre le doigt peut-être sur le fait que ça coïncide aussi à la période à laquelle je faisais beaucoup de déplacements parce que j'étais devenu jeune arbitre fédéral, donc j'allais arbitrer les centres de formation un peu partout en France, donc des déplacements beaucoup plus importants. Et les déplacements en soi, pour mon mode de fonctionnement dont je parlais tout à l'heure, c'est une source de stress pour mon corps, pour mon organisme. Dont tu n'avais pas conscience à l'époque. J'en avais pas conscience. Et ben, les déplacements tous les week-ends de manière répétée. Quand notre organisme subit du stress de manière répétée, au bout d'un moment, il nous envoie des messages. Il nous envoie des messages. Si on les comprend pas, il choisit la formule offensive. Et, et là, le message, il est suffisamment clair. En tout cas, il a été très clair quand j'ai compris d'où venaient mes tendinites, donc de ces déplacements, entre autres. Et le message, il est clair. Les tendinites de tendon d'Achille, c'est j'en ai marre, tu bouges plus. Exactement. Donc voilà, ce message-là, soit on est en capacité de le comprendre, de l'entendre, de l'analyser et de mettre en place des choses pour y remédier, soit ben, on tombe dans ce cercle vicieux de je répète des blessures ou j'en subis d'autres. Et c'est ce que j'ai subi pendant plusieurs années.
jusqu'à comprendre le pourquoi du comment et mettre en place des choses par rapport à ça. Et pour la petite anecdote, et en général ça fait rire quand je fais des conférences sur ce sujet-là, euh, que j'explique en gros que le mode de fonctionnement qu'on a génère tout un tas de choses autour de nous et c'est important d'en prendre conscience. Dans les conférences que je donne au début, je dis souvent, je vous expliquerai à la fin pourquoi et comment une banane a sauvé ma carrière d'arbitre. Et la banane, en fait, par rapport à mon profil, c'est un aliment lourd et nutritif. On n'en mange pas 4 d'affilée. Et quand le corps intègre ça, il a ce sentiment de lourdeur, ça pèse, donc de stabilité, qui vient contrebalancer avec cette notion de mouvement et de déplacement qui générait du stress chez moi. Et donc, la banane, mais il n'y a pas que ça, je le dis parce que Bien ça sûr. fait rire en général, il y a tout un ensemble de routines et de pratiques que j'ai mises en place pour réguler en fait cette balance du stress. J'étais Oui, obligé d'aller faire les déplacements, je pouvais pas dire non si je voulais continuer à ce niveau-là. voilà. Donc il fallait faire avec, mais il fallait mettre en place des choses qui permettent de réguler et qui donnent un peu plus de tolérance au stress à mon corps. Oui, Et très rapidement, j'ai vu les bénéfices d'avoir mis tout ça en place. Je me blessais 3-4 fois par saison, ce qui est énorme. Alors des blessures plus ou moins importantes. Et puis quand j'ai mis ça en place, je me suis blessé une fois en 2 ans. mais oui, parce que en fait, enfin, ce que tu dis, c'est en effet, t'as une contrainte, c'est les déplacements. Mais quand t'es arbitre à haut niveau, bon bah, si tu veux continuer, il faut les accepter, mais en conscience et aussi bah avec bah quels sont tes besoins par rapport à ça. Et donc tu parles de la banane, mais il y a pas que ça. Du coup, comment t'as pu rééquilibrer, enfin de quoi t'as pris conscience et qui t'a permis bah finalement de moins te blesser et oui de vivre les déplacements en tout cas d'une meilleure manière pour toi. Ouais, alors il y a le fait de... Je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais perdu l'essence même qui m'avait fait me lancer dans l'arbitrage. Euh, et j'ai voulu remettre un peu plus le plaisir au sein de tout ça. Hmm. Et c'est pareil pour des sportifs à haut niveau, obligation de résultat, il y a la pression, etc. Et on oublie petit à petit cette notion de plaisir. Euh, c'est qu'est-ce qui fait que le petit qui a démarré cette pratique sportive, qu'est-ce qui fait que l'adolescent de 17 ans a démarré l'arbitrage et s'est retrouvé là-dedans. Ça, on a tendance à le perdre et je pense que c'est quelque chose d'important, à mon sens. Et au-delà de ça, cette notion de plaisir, c'était aussi ce qui m'a bloqué pendant des années. Il y a le côté perfectionniste qui est dû à mon éducation. J'ai eu une éducation très stricte et j'avais pas le droit à l'erreur, etc. Ça m'a fait tomber dans ces travers de perfectionnisme qui m'ont été fortement utiles dans l'arbitrage parce que développement des connaissances réglementaires, etc. Super, j'allais chercher la petite bête, je connaissais le truc à la virgule près et je savais que sur le terrain, je ferais pas d'erreur sur mes décisions en termes d'application des règles. Donc ça m'a été très utile. Par contre, il y a d'autres travers où chercher la perfection et jamais être satisfait, ça devient une autre source de stress aussi, de soi vis-à-vis de soi. Donc là, c'était moi qui constituais une source de stress envers moi-même. C'est assez fort de dire ça, c'est dire en fait, faut que je sois mon meilleur ami en quelque sorte, mais je suis en train de me bouffer, euh, littéralement. Ce que j'entends sur ce côté perfectionniste, c'est que vraiment t'as, t'as fait ce travail de prise de conscience de oui, bah c'est comme ça que je fonctionne et il m'a beaucoup aidé parce que bah oui, en théorie, les lois du jeu, t'es ultra calé et en même temps, tu t'es dit bah oui, il y a certaines limites et si je vais que là-dedans, bah en fait, je me mets une pression de malade mental quoi. Complètement, et puis derrière, on perd aussi cette notion de plaisir parce qu'on n'est jamais satisfait, etc. Euh, donc, il y avait ce besoin aussi de mon côté de me libérer de certaines choses, de me libérer et puis d'arrêter à la fois de vivre ma vie par procuration, en gros, pour répondre à des normes, un cadre qu'on m'a fixé par le biais de mon éducation. Il y a des côtés très bien, encore une fois, mais je me suis rendu compte que ça me correspondait pas. C'était pas moi et que j'avais été mis dans une case qui me limitait. Et je pense que mon corps a eu aussi ces messages-là allaient peut-être aussi dans ce sens-là.
dire il y a un truc qui va pas, il faut changer. Alors j'en étais pas conscient, je savais pas comment. Et finalement, l'arbitrage pour moi a été révélateur dans le sens où ça a été un échappatoire en quelque sorte. Pour la première fois, on me donnait des responsabilités. Pour la première fois, j'avais le droit de faire mes propres choix, de prendre mes décisions, de m'exprimer, euh, vraiment de m'exprimer. Et finalement, ça a été une vraie école de la vie. On le dit souvent, c'est un peu banalisé, mais c'est une vraie école de la vie parce que le jeune de 17 ans qui est en train de faire cet exercice de parler devant toi et de se dire, il y a des gens qui vont écouter ce qu'on est en train de se dire. Le jeune de 17 ans que j'étais n'aurait jamais été capable de le faire. Et finalement, ça m'a permis de me découvrir, de m'émanciper en quelque sorte, et de m'accomplir derrière. Donc ce côté épanouissement, émancipation et puis accomplissement, l'arbitrage m'a apporté tout ça. Alors c'est vrai qu'à côté, il y a tous ces aspects blessures, mais je les mets aussi dans cette case-là. Ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, de m'accomplir aussi au sens large et dans d'autres domaines. Oui, parce que on le rappelle quand même pour certains, l'arbitrage, ce n'est pas juste être le flic ou une autorité sur le terrain. C'est bien plus. C'est du management, c'est de la pédagogie, c'est de la gestion des émotions, c'est de la gestion des conflits. Vraiment, c'est plein d'outils, de manières de fonctionner, de développement de soi incroyable. Ça permet de développer. À l'heure actuelle, les entreprises recherchent les soft skills. Euh, L'arbitrage, sur ce plan-là, est un formidable vecteur de développement pour les plus jeunes. J'ai formé aussi, et j'en forme encore à l'heure actuelle, des arbitres. On voit des jeunes qui débarquent tout timides, et puis je me revois quelques années avant, et puis quelques temps après, on se dit c'est pas possible, l'évolution qu'il a eue, l'affirmation qu'il a réussi à développer, la capacité à prendre des décisions, à gérer aussi les erreurs ou le fait que les gens soient pas d'accord. Ça, pour mon côté perfectionniste, c'était pas évident d'aller sur le terrain, de dire que de toute façon les gens ils vont pas être d'accord. C'est pour ça que j'ai développé aussi cette connaissance des lois du jeu derrière pour moi être sûr de moi et, et être capable de prendre avec des pincettes les contestations ou les tentatives de déstabilisation. De quoi tu aurais eu besoin à l'époque pour gérer ça? Parce que en effet, tu sens toi, tu le sens profondément que tu as ces capacités et en même temps, comme tu le dis, ton éducation, etc. font que c'est difficile d'être dans ce rôle-là, dans oser t'exprimer, oser gérer les conflits, etc. Donc, c'est difficile pour toi, bien que tu aies tout ce potentiel en toi. De quoi tu aurais eu besoin à l'époque? Je pense que j'aurais eu besoin d'avoir les clés que j'ai eues grâce à la préparation mentale plus tôt. Ouais, Et c'est pour ça que j'aime dire que la préparation mentale, oui, c'est utile pour les adultes, les athlètes qui sont déjà au niveau, etc. Mais pour moi, il y a un vrai travail d'éducation et de découverte de soi à mener avec les plus jeunes pour les amener à faire reposer leur bien-être et leur performance sur des bases et des fondations solides pour l'avenir. Euh, donc je pense que ouais, c'est le truc principal. Je vais pas dire qu'il aurait fallu changer mon éducation. Non, parce que j'aurais potentiellement pas fait tout ce que j'ai pu faire, bien sûr. même s'il y a il y a des travers. Mais quoi qu'il en soit, j'aime bien jouer sur ce côté, la perception des choses. Il y a toujours deux côtés sur une pièce. Et c'est intéressant de pas regarder qu'un seul côté. Parce que l'autre, il est peut-être mieux, il y a peut-être des choses sympas à découvrir en changeant d'angle, en changeant de perception par rapport aux choses. Et c'est ce que j'ai pu mettre en œuvre aussi, ce côté voir les choses dans l'autre sens, grâce aux blessures. C'est les blessures qui m'ont amené à voir ce côté, regarder qu'est-ce qui se cache là derrière. Et d'ailleurs, tu m'en as parlé on a préparé cet épisode. Tu m'as parlé d'une blessure miracle. Euh...
Alors, c'est pas tant la blessure qui était miracle, Non, la c'était surtout guérison. le rétablissement. Ouais. Euh, mais je vais revenir sur mes propos. La blessure, si on pourrait appeler ça une blessure miracle, parce elle a été révélatrice de plein de choses. Et cette blessure-là, elle est arrivée. Je, j'ai galéré pendant plusieurs années à atteindre le niveau fédéral. Sur d'autres sports, on appelle ça le niveau national. Et j'ai galéré pendant des années parce que j'avais ce côté, mon éducation, qui me freinait sur pas mal d'aspects. Et en plus de ça, à 25 ans, je donnais l'impression d'en avoir 15. Donc, quand on arbitre des adultes, voilà, c'est un petit peu compliqué. Ils ont l'impression que je suis le petit oisillon tombé du nid. Donc, c'était compliqué de m'affirmer par rapport à ça, au-delà de l'aspect purement éducationnel. Donc, j'ai mis du temps, plus de temps, à trouver les clés là-dessus. Et je les ai trouvés parce que j'ai persévéré, j'ai continué, j'ai travaillé, j'ai évolué sur certains aspects, jusqu'à atteindre le niveau fédéral, qui est en concurrence avec moi sur ces années-là, avait abandonné en cours de route. Donc, le côté résilience, on le retrouve là-dedans aussi. Et j'atteins le niveau fédéral et au bout d'une saison, je redescends. Rétrogradation. La claque, d'autant plus que j'étais monté en étant déjà assez âgé. Il y a des critères d'âge et des limites d'âge pour atteindre le niveau fédéral. La limite, c'est 31 ans. Ok, Et j'étais monté, j'avais 29. ok. En face de moi, j'avais que des gamins, entre guillemets, des jeunes qui avaient 23, 24, 25 ans, moyenne d'âge. Donc j'étais limite périmé pour certains. J'avais passé la date. Donc là aussi, il y a eu un vrai travail par rapport au mental. C'est est-ce que je le prends à part entière, ce qu'on me dit, ces cases dans lesquelles on essaie de me faire rentrer. Est-ce que je me considère moi comme trop vieux ou est-ce que j'utilise ça comme une force? Et j'ai choisi de voir l'autre côté de la pièce, de me dire, mais en fait, c'est à mon avantage. J'ai plus d'expérience, j'ai bouffé plus de matchs, j'en ai fait des très compliqués. Et ça, peut-être que les plus jeunes, ils n'ont pas tout ça. Donc j'ai choisi d'en faire une force et non pas de voir le côté négatif, péjoratif ou limitant. Et donc je redescends et là c'est la vraie claque. La vraie claque parce que pour moi, j'avais fait mes calculs et j'avais plus d'opportunité de remonter. Sauf que j'avais mal fait mes calculs. Et mon président de commission régionale des arbitres, que j'appelle après la mauvaise nouvelle. Il m'appelle et rapidement, donc il est surpris, mais il me dit qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux repartir? Je peux pas, je suis trop vieux. Il me dit ben non. Et en fait, mon avantage c'était d'être né au mois de septembre. Donc après le début d'une nouvelle saison. Et du coup, j'étais du bon côté de cette pièce-là en question. Et il me restait une opportunité pour recandidater au niveau fédéral. Donc je saisis cette opportunité-là et par contre, je mène une vraie introspection à ce moment-là sur qu'est-ce qui a merdé. Plutôt que de rejeter la faute en disant ils ont rien compris, on m'a saqué, c'est n'importe quoi ce qu'on m'a dit. Non, j'ai choisi de me responsabiliser et de me dire il y a forcément des trucs sur lesquels moi je peux agir, qui sont sous mon contrôle et où je peux faire mieux. Et si je veux remonter, c'est mon devoir d'aller travailler là-dessus. Ouais, mais juste une précision pour ceux qui sont pas dans l'arbitrage. Comme les équipes, les arbitres ont un classement où chaque année, il y a des montées et des descentes. Et donc, comme tu disais, toi, tu étais monté, mais direct, la même année, tu redescends, Ouais, puisque dans ton je fais classement, un ben an et je voilà, redescends. c'est ça. Et donc, le classement, c'est des notes sur la théorie, c'est de l'observation. Donc, on est observé sur des matchs. Il y a une note à la fin, et donc, finalement, la note tombe et tu descends. C'est exactement ça. Il y a un championnat des arbitres en fait. C'est ça. Et voilà, pour faire le parallèle avec les clubs, il y a un championnat des arbitres. Les meilleurs montent, les moins bons descendent. Exactement. Avec le classement. La seule différence par rapport au club, c'est que le classement, on n'en est pas conscient au fur et à mesure. On apprend, on découvre nos différentes évaluations et notre classement en fin de saison. Donc on ne sait pas à mi-saison si on est
plutôt bien ou pas par rapport aux autres. Et les coups près tombent et on a la mauvaise nouvelle. Et des C'est fois, on ça. s'y attend absolument pas. Et donc à ce moment-là, en effet, tu peux dire bon, les observateurs, ils m'ont taillé, c'est nul, j'arrête tout. Mais c'est pas le choix que t'as fait. Voilà, c'est pas le choix que j'ai fait, je me suis responsabilisé et puis j'ai réfléchi à ce que j'avais mis en œuvre sur cette saison-là et qui avait fait que je sois potentiellement classé comme ça. Et j'ai compris que je surpréparais mes matchs. Donc le côté perfectionniste. J'allais beaucoup trop loin. Et je surpréparais au point de plus être moi-même sur le terrain. Je cherchais à arbitrer comme un autre, à faire ça pour faire plaisir en quelque sorte à l'observateur, celui qui vient nous évaluer. Euh, et c'était pas moi. En essayant de porter un masque, en faisant comme un autre, qui fonctionne peut-être pas comme moi, ben il y avait ce décalage. J'ai essayé de faire, mais ça marchait pas. Bien sûr. Et à mon sens, c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché cette saison-là, c'est que j'étais pas moi, donc ça pouvait pas marcher. Du coup, j'ai pris la décision à ce moment-là de dire ok, je veux faire en sorte de remonter. Par contre, bon, mon objectif c'était d'être premier sur la théorie, mais je me suis dit aussi, mon axe de travail c'est surtout sur le terrain. Je veux être premier sur le terrain pour être représenté. En plus de ça, j'avais fait une saison au niveau supérieur, donc il fallait que je m'appuie dessus. Et l'autre objectif, c'était de remettre le plaisir au centre de tout ça et surtout d'arbitrer comme je le sentais, de remettre un peu plus d'instinct là-dedans. Exactement. Ouais, de l'instinct et de laisser le côté je surréfléchis, je me pose 50 questions, etc. Il fallait que je fasse confiance à ce que j'avais réussi à développer jusque-là. Donc je me lance dans cette bataille avec des nouvelles armes, en tout cas j'essaye de les appréhender. Et finalement ça a super bien marché puisque je réussis mes deux objectifs en disant je continue à être premier sur la théorie, donc tous les examens. J'ai réussi à être premier pour la première fois sur le terrain pour être présenté. Euh, je suis présenté et je réussis mieux que la première candidature. Là, je me dis, ok, j'ai mis le doigt sur un truc intéressant, il faut que je continue dans cette lancée-là. Et effectivement, 6 mois après, je suis présélectionné pour une montée en nationale, donc pour jouer les playoffs. Euh, alors que, pour le coup, à ce moment-là, j'avais 31 ans, donc j'étais vieux. J'étais vieux. On ne pouvait Euh, pas plus vieux. voilà, on pouvait pas faire plus, en tout cas, pour remonter. Et c'est là où, en fait, j'ai fait une bascule sur l'aspect mental et le travail avait porté ses fruits à ce moment-là. Euh, mais je remonte dans la difficulté. Et tu parlais de blessure miracle tout à l'heure. Je remonte dans la difficulté parce que tout se passe bien jusqu'à 3 jours de ma dernière évaluation, qui pouvait avoir lieu qu'à cette date-là et pas plus tard parce que les classements étaient annoncés la semaine suivante. À 3 jours de cette observation-là, je me blesse. Déchirure au mollet. Et là, je sens la douleur. De suite, je pense à l'échéance dans 3 jours. Euh, Alerte rouge en gros. Tu m'étonnes. J'appelle mon président de commission des arbitres. Je lui en parle. Je lui dis bah, je vais voir, je vais faire le nécessaire. J'essaye de trouver un rendez-vous pour faire une échographie. J'en trouve pas. Hein. Je suis entre Lyon et Grenoble. J'ai cherché sur Grenoble, j'ai cherché sur Chambéry, j'ai cherché tout autour de chez moi. Et c'est lui qui arrive à me trouver un rendez-vous sur Lyon. J'y vais. Et là, le verdict tombe, déchirure d'1,5 cm au mollet. Il s'est pas raté, le bonhomme. Donc là, je dis au spécialiste, bon, j'ai un match, je suis obligé d'y aller là dans 3 jours, je peux pas faire autrement. Je joue ma carrière. Il me regarde et vraiment, il m'a ri au nez. Tu m'étonnes. Il me dit, mais non, non, c'est pas possible. Vous n'avez pas conscience, là, vous avez une déchirure d'1,5 cm au mollet. Ça va pas le faire. Vous allez peut-être réussir à courir 2 minutes, mais au plus vous allez courir, au plus ça va s'aggraver. Et c'est pas possible. Et il y a ce côté un petit peu têtu à l'intérieur de moi, là, qui voulait pas entendre ça. Et qui voulait pas, en fait, accepter que ça se finisse comme ça. Donc, je vais voir ma kiné le lendemain.
Je lui dis, bah voilà, verdict, machin. Elle me dit, oui, bah, effectivement, tu t'es pas loupé. Pareil, elle me dit, ça sera pas possible. Je lui dis, mais je n'ai pas demandé l'avis à qui que ce soit. Moi, je veux qu'on fasse tout ce qui est possible à l'heure actuelle pour envisager que le fait que si, admettons, là, on me dit, je peux tenir maximum 5 minutes, ben, je veux qu'on fasse le nécessaire pour que je puisse tenir 10 minutes. Ça sera déjà ça de gagner. Donc, il y avait ce côté à l'intérieur de moi qui n'acceptait pas ça, une sorte de refus, de blocage. Et surtout, j'étais passé en mode, et ça, c'est toutes les blessures que j'ai eues avant qui m'ont aidé dans ce cadre-là, c'est cette phase de deuil. Dire, je me suis blessé, il y a le choc, il y a le côté émotionnel qu'on traverse, on est déçu, on est frustré, on est énervé envers soi-même, envers un autre si c'est quelqu'un d'autre qui nous a blessés, etc., etc. Cette phase émotionnelle-là, la passer assez rapidement. Même si c'est rapidement, pour moi, c'est important de la passer, de la vivre, cette phase-là. Et notamment dire, bah, je me suis pété, je suis déçu. Je suis déçu ou je suis énervé. Ok, bah, c'est bon signe, je suis un compétiteur. Si ça me faisait rien, c'est que j'étais pas un compétiteur. Donc tout ce cheminement-là, et puis de passer très rapidement à autre chose et surtout de pas me lamenter sur mon sort et de passer très rapidement en mode action. J'en suis là maintenant. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour optimiser mon retour derrière? Et d'accepter aussi le temps que ça doit prendre. Donc je me fixais pas de limite de temps moi, sauf dans ce cadre-là, puisqu'on est à 3 jours, mais de dire ben, je vais utiliser le temps. Le voir comme une ressource, non pas comme une contrainte. Je vais l'utiliser à bon escient. Et toutes les blessures passées m'avaient servi dans ce sens-là. Et mon kiné à l'heure actuelle aussi me dit est assez surpris de la capacité que j'ai à revenir plus rapidement que ce qu'on estime. Et dans des bonnes dispositions, parce que revenir plus rapidement, on peut le faire, mais dans les bonnes dispositions, ça c'est autre chose. Donc de très vite me rétablir par rapport à une blessure. Donc j'avais ça dans un coin de la tête, de dire j'en ai déjà eu des blessures, je suis capable de me rétablir vite. Donc de faire confiance aussi à son corps. Essentiel. Et ça pour moi c'était pas quelque chose d'inné ou de naturel. Et là je me faisais pas confiance à moi, alors à mon corps, surtout que il se pétait, il se pétait 3 fois par saison. La notion de confiance, elle n'était pas évidente. Mais finalement, pareil, cette façon de voir les choses, ces blessures, elles m'ont pas affaibli, elles m'ont rendu plus fort. Et cette manière de penser, à force de me la répéter, mon cerveau et mon corps l'ont intégré. En fait, j'ai une blessure, c'est pas grave, je vais savoir faire. Et après, c'est utiliser le temps en question, qui est libéré par le fait qu'on soit blessé, qu'on peut plus s'entraîner ou quoi. Comment je vais l'utiliser efficacement? Qu'est-ce qui se cache là derrière? Qu'est-ce qui fait que je me suis blessé? Encore une fois. Et du coup, cette blessure-là, donc on entreprend avec le kiné euh, une séance par jour avec des ondes pour essayer de cicatriser plus rapidement, etc. Moi, de mon côté, je mets en place de la visualisation pour essayer de me projeter dans le match et de me voir aller au bout du match. Donc visualisation de réussite. Et j'ai fait aussi du travail en visualisation, en imagerie mentale, sur la cicatrisation de la blessure. De voir, en gros, et d'essayer de ressentir le fait que mes cellules étaient en train de travailler et de cicatriser, en fait, les fibres musculaires qui avaient été impactées. Ça, en me mettant dans un état émotionnel particulier juste avant pour intensifier les bénéfices. Et puis, il y avait ce côté têtu à l'intérieur de moi, qui croyait, dur comme fer, que c'est possible. C'est possible. Si ce côté têtu, il prend pas la parole à ce moment-là, je pense que ça ne marche pas. Je pense que ça ne marche pas parce que si déjà on visualise pas le fait que ça soit possible, c'est que c'est impossible. Et donc derrière, ça marchera pas. Donc tout ça mis bout à bout, je vais faire mon match. Je vais faire mon match et je dis rien à personne. Je le cache aux arbitres assistants, je le cache à l'observateur. On avait mis du taping pour
pour essayer de soulager un petit peu le muscle en question. Et je fais l'échauffement minimaliste. Si je pouvais gagner peut-être 2 minutes de prestation sur mon match, je les économisais à l'échauffement. Et je démarre le match et 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Un quart d'heure déjà c'est plus que ce que tout le monde pensait. Et dans ma tête je m'étais dit je préfère que l'observateur me reproche d'avoir été peut-être un peu juste physiquement. S'il a que ça à me dire à la fin, pour moi c'était ok. Je signais de suite. Et, euh, et j'arrive à la mi-temps. C'est plus le côté têtu à l'intérieur de moi qui me disait c'est possible, c'est moi-même qui l'avais intégré et qui me disait je vais le faire. Parce que j'arrive à la mi-temps, j'ai pas de douleur. J'ai pas de Génial. douleur et donc je continue le match et j'arrive au bout. Déjà pour moi c'est une victoire, quoi qu'il en soit. J'ai pas de casserole sur le match, je déchire pas de situation, de décision. Et l'observateur est satisfait de la prestation. Il me reproche rien sur le physique. On parlait de miracle tout à l'heure. Et du coup, je réussis ma candidature alors que j'ai une déchirure d'1,5 cm au mollet. Et voilà, cette blessure miracle, ce rétablissement miracle. Une semaine et demie après, je refais faire une échographie. Je retourne faire un examen. Il n'y a plus rien. Incroyable. Il n'y a plus rien. Et là, j'ai conscientisé à la fois le pouvoir de l'esprit sur notre corps, le Hmm. pouvoir à la fois des émotions, parce que ça a été important de me mettre dans un état on appelle ça de suggestibilité élevée, pour essayer de faire changer certains modes de pensée, pour intégrer le fait que ça soit possible, donner plus de force à ces pensées-là, et au travail de visualisation que je faisais à côté. Et, euh, et derrière, j'enchaîne 6 mois après avec une présélection pour une montée en national. Donc, je joue les playoffs pour le national. Et on se dit, je sors un peu de nulle part, c'est un peu un miracle. Mais en même temps, toutes les autres blessures que j'ai eues avant, finalement, ont été très utiles aussi dans cette période-là, qui était très courte, 3 jours. Je pense que ce jour-là, j'avais peut-être fait la paix aussi avec mes blessures passées. Parce que je me suis dit, elles m'ont embêté pendant des années, et finalement, là, elles m'aident. Parce que si je les avais pas eues, j'aurais pas réagi comme ça et j'aurais sans doute pas été capable de, de générer ce miracle-là. Exactement, exactement. C'était finalement le processus. Alors oui, ça a été très embêtant pendant toutes ces années. Et finalement, à la fin, tu te rends compte que c'est elles qui t'ont aidé, qui t'ont permis de tout développer. Parce que ce que j'entends, c'est que vraiment, tu as allié et ton mental dans la visualisation, l'imagerie, l'acceptation aussi que toi, tu réfléchis beaucoup, etc. Et en même temps le corps de lui faire confiance, de développer cet instinct parce que lui il sait mieux que le mental, le corps il sait pour nous et on ne l'utilise pas assez. Et aussi le cœur pour l'acceptation finalement de cette blessure, le fait de suivre les émotions, la courbe du deuil comme tu disais, c'est la blessure à différentes étapes et c'est clairement le processus et la clé, c'est de faire travailler le mental, le corps et le cœur, puisque là, on est complètement aligné et c'est ce qui t'a C'est permis ça. d'atteindre le haut niveau. Ouais, c'est ça. Une période qui coïncidait avec le fait que je me sois trouvé moi-même. Donc d'être aligné aussi vis-à-vis de moi-même. Je m'étais trouvé, je m'étais découvert clairement. J'avais compris comment je fonctionnais, j'avais compris que pendant des années, j'avais fonctionné sur un mode qui n'était pas le mien pour répondre à des normes et une éducation. Euh, Ça avait généré un manque de confiance vis-à-vis de moi-même, le fait que je me compare aux autres, que je vais essayer de faire comme lui parce que lui, voilà, c'est exceptionnel. Sauf que ça marchait pas, c'était pas moi. Hmm. Donc cette phase de découverte, euh, et c'est là où ma curiosité finalement a été très utile, c'est de regarder les choses sous d'autres angles, de me poser des questions, de mieux me connaître, de réussir à m'épanouir grâce à ça, la notion du bien-être, et m'accomplir aussi, la notion de performance derrière.
C'est en gros ce que m'a apporté l'arbitrage et les blessures, puisque c'est surtout dans l'arbitrage que j'ai eu ces blessures-là. Ça me sert au quotidien, à faire face à des situations compliquées, à des situations professionnelles, de reconversion aussi. À cette notion de résilience, j'ai pu la remettre en œuvre à ce moment-là. Comment je fais face c'est pas un problème, je vais rebondir, je vais trouver autre chose. Comment je peux faire plutôt que de me lamenter sur mon sort. Et ça, je le dis aussi dans des conférences que je fais. Je parlais du plaisir tout à l'heure que me procurait l'arbitrage et j'étais persuadé que c'était ce petit truc, cette flamme qui me permettait de perdurer et qui me permet encore à l'heure actuelle de continuer, même si je suis en phase descendante. Hein. Cette fois, la date de péremption, elle est atteinte. Hein. C'est bon. Comment dire? Ouais, ce plaisir-là, finalement, c'était que la partie émergée de l'iceberg. C'était que la partie visible. Et j'ai compris, avec cette période d'introspection, etc., ce qui me faisait persister, perdurer, être résilient dans l'arbitrage. Et du coup, c'est possible de le répercuter à plein d'autres choses derrière. C'était pas le plaisir parce que c'était la conséquence d'autres choses de plus profond. Et ce truc plus profond, en fait, c'est le plaisir que me procurait, en fait, cette découverte de moi-même. Et l'arbitrage m'a apporté ça. Si j'avais pas eu l'arbitrage, j'en serais pas là aujourd'hui. Je serais sans doute encore dans la case dans laquelle on m'a mise et je serais pas épanoui. Et il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie par procuration et qui osent pas en sortir en quelque sorte. Et quand on découvre en fait tout ça derrière le champ des possibles, il est magnifique. Il est magnifique parce qu'on se découvre presque des super pouvoirs. C'est ça, Dire, mais potentiel illimité. j'ai le choix de prendre les choses d'une manière ou d'une autre. Et selon comment je la prends, je vis ça différemment. Ça m'impacte ou ça m'impacte pas. C'est plus difficile à vivre ou pas. Euh, ben, toute cette partie découverte, cette partie émancipation que m'a permis l'arbitrage, c'est ça qui me fait perdurer encore, même si je suis en train de descendre les niveaux, parce que ça se passe comme ça. Je continue encore à l'heure actuelle à découvrir des aspects de ma personnalité ou à creuser un peu plus loin. Et je trouve que ça, c'est génial. C'est génial. Et ces phases de blessure aussi sont propices à ces moments-là. Oui. De prendre le temps, de se mettre un peu sur pause. C'est une pause forcée, certes, mais de dire, OK, si je regarde un peu ce qui se passe à l'heure actuelle, comment je fonctionne, etc., qu'est-ce que je peux améliorer, on arrive à développer une meilleure connaissance de soi, une meilleure compréhension et à définir les leviers qui vont être intéressants à activer pour se servir en fait de ces blessures comme d'un tremplin, comme pour rebondir en fait. C'est ça. C'est pas un rocher qui vient sur la route, c'est si je monte sur le rocher, je vois encore plus loin. Exactement. Et merci vraiment pour ce partage et si en fait j'ai envie finalement de faire ressortir les clés parce que alors évidemment si vous êtes blessé oui un miracle peut se passer mais il y a des conditions ce que j'ai noté c'est finalement l'acceptation de sa blessure et par l'acceptation on entend vraiment de passer par les étapes émotionnelles différentes jusqu'à la tristesse, la colère, vraiment de vivre ça et de l'accepter pour ensuite mettre en place des choses sous sa propre responsabilité, de pouvoir prendre de la hauteur et trouver finalement sur quel endroit, sur quels critères vous pouvez bouger certaines choses. Et ça passe aussi par la conscience et connaissance de soi. Si finalement on ne connaît pas vraiment notre fonctionnement, finalement on va prendre des critères qui nous incombent pas, qui nous font pas plaisir, qui va avec se rappeler vraiment le pourquoi je fais ça, sur quel endroit j'ai vraiment du plaisir. Parce que je sais aussi que certains sportifs que j'accompagne ont peur de finalement être complètement découragés et d'arrêter le sport qu'ils pratiquent. Mais en fait, si vraiment c'est ton endroit, ne t'inquiète pas, tu trouveras la force de persévérer et puis de croire en toi et finalement de développer ton potentiel illimité.
J'ai une petite image là par rapport au dernier propos que tu viens d'avoir. Moi, j'aime bien dire, il faut revenir à ce premier coup de sifflet. Quand vous avez démarré dans cette pratique-là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le petit jeune qui a démarré la première fois en club avec un ballon de foot, la première fois que tu es monté sur un vélo, la première fois que... Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et c'est, à mon sens, moi, ce premier coup de sifflet, c'est lui qui a été révélateur. Je me suis dit, on, j'ai le droit de m'exprimer, on me fait confiance. Ça, c'était quelque chose, hein. On me fait confiance. On me fait confiance, j'ai le droit de faire des erreurs. Donc vas-y, et de m'amener à découvrir sous un autre angle parce que là, j'avais changé de cadre. On m'avait donné un autre cadre, on m'avait dit, vas-y, fais des erreurs, il n'y a pas de problème. J'avais pas le droit au quotidien. Ben, c'est ce truc-là, ce premier coup de sifflet, il a une saveur particulière. C'était un moyen d'expression d'autre chose. Et ce que j'aime bien dire aux gens, c'est ce premier coup de sifflet pour toi, c'était quoi? Dans ta pratique, c'est quoi? Et très souvent, il y a des choses qui se sont jouées là. Et quand on arrive à s'y raccrocher, on peut aller toucher du doigt la résilience et vivre les choses un petit peu mieux. Ok, si tu avais un message ou un conseil à transmettre aux auditeurs qui eux-mêmes traversent une période de pause forcée, qu'est-ce que tu as envie de leur dire en 3 mots? La banane. Non, ça marcherait pas pour tout le monde. Plus qu'un conseil, j'ai envie de leur poser une question. C'est mon Ok. côté coach, hein, tu connais. Leur poser une question, ça serait qu'est-ce qu'elle vient de dire cette blessure? Comment tu peux en faire une alliée? Comment tu peux l'utiliser efficacement? Exactement. Comment en faire ta coéquipière? Exactement. Pas de conseil qui va marcher pour certains, pas pour d'autres. Chacun saura trouver les réponses et les clés, les leviers d'action pour surmonter ça. Ok. Et merci. Et pour terminer, quels sont tes futurs projets? Et peut-être que finalement tes blessures t'ont aidé à peaufiner ces futurs projets. Alors, projet, j'ai pas mal d'accompagnement en cours avec des sportifs. J'ai quelques projets sur le développement de la partie entreprise. Et dans les sportifs que j'accompagne, j'ai euh, j'ai des sportifs qui sont super prometteurs ou qui sont déjà presque tout en haut. Et j'ai des arbitres. J'ai un arbitre assistant. Ce matin, j'étais en séance avec un arbitre assistant Ligue 1. J'ai la championne d'Europe de kickboxing qui, au mois d'avril, va tenter le titre de championne du monde, ce qui est pas rien en soi. Euh, voilà, j'ai une jeune patineuse de 14 ans aussi en devenir qui, qui se découvre de séance en séance. Et c'est super intéressant. On parlait tout à l'heure d'éduquer les plus jeunes à une meilleure connaissance d'eux-mêmes et à mettre en place les choses qui leur correspondent. On est clairement dans ce cadre-là avec elle. Et puis, euh, et puis après, il y a la partie club aussi que je commence à développer avec un ami et je lui fais un petit coucou parce que je sais qu'il écoutera le podcast puisqu'on le connaît tous les deux, Benjamin. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur toi, où peuvent-ils te suivre ou te contacter? Ben, ils peuvent me suivre les week-ends quand je vais arbitrer, ils peuvent venir. Comme ça, j'aurai un cop, j'aurai des supporters. Pas une si mauvaise idée. C'est un peu de soutien, fait pas de mal. On peut me suivre, je suis beaucoup sur LinkedIn. Ok. Donc Nicolas Breton, voilà, tout simplement. Je commence à appréhender un peu Instagram, donc je commence à y être. Là, c'est avec le nom de mon activité, Triangle avec un Y, un S à la fin. Et comme c'était déjà pris sur Instagram, j'ai rajouté un 6 derrière. Donc Triangle 6. Et y a-t-il un sportif fêlé dont tu aimerais écouter l'histoire dans un prochain épisode? Quelqu'un qui pourrait nous inspirer nos auditeurs. Un sportif fêlé. Moi, j'adorerais entendre Yon Gourcuff. Ah, génial. Ouais. Parce qu'il n'a pas été épargné non plus par les blessures. Et c'est quelqu'un qui s'exprimait pas beaucoup, qui était très,
très discret. Et je pense que, malgré le fait qu'il soit discret, il a dû mener ses phases d'introspection, etc. et travailler sur lui-même. Et je pense qu'il aurait des choses très riches à nous partager dans ce sens-là. C'est clair, c'est une super idée. Si j'ai le contact, c'est ça? Si toi t'as le contact, aussi un des auditeurs a le contact, évidemment, on lui partage cet épisode et peut-être qu'un jour j'aurai l'honneur de l'écouter. Ok. Je te le souhaite. Merci beaucoup Nicolas. Merci à toi, Flavie. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Fêlez, votre blessure vaut de l'or. J'espère que notre échange vous a inspiré à voir vos propres épreuves sous un nouveau jour. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Pour ne rien manquer de sa sortie, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de me suivre sur les réseaux sociaux sensation.coaching. Cet épisode vous a touché ? Pensez alors à le liker, le commenter, le partager autour de vous et à laisser une note positive. Ça m'aide énormément à faire grandir cette belle communauté de fêlés. Si vous avez envie d'entendre l'histoire de votre sportif préféré qui a su rebondir après sa blessure, écrivez-moi directement. J'adorerais connaître vos suggestions. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin dans votre propre parcours et bénéficier de mon accompagnement en coaching, en individuel ou en collectif, rendez-vous sur sensation-coaching.com. À très bientôt pour de nouveaux témoignages inspirants et d'ici là, prenez soin de vous.